Bonjour et bienvenue à cet épisode de l'Instant Cœliaque. Aujourd'hui, on a reçu une nutritionniste, Valérie Vaillancourt, qui travaille à Sainte-Justine. On a entre autres parlé de l'alimentation sans gluten, comment on lit les étiquettes, qu'on choisit nos produits et de la contamination croisée. Bon épisode! On est des professionnels de la santé, mais on n'a pas nous-mêmes une expertise sur la maladie cœliaque outre que notre expérience personnelle. On va par contre recevoir des professionnels qui, eux, ont une plus grande expertise sur la maladie. Aussi, toute information qui est dite dans ce podcast est à risque de changement au travers du temps et chacun est responsable de prendre ses propres décisions et tout le monde vit sa maladie de manière unique. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie que la personne, elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire, ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que justement on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Oggi Foods. Oggi, ce sont les maîtres de la pizza sans gluten. Ils sont originaires de Naples, la ville qui a établi les normes en matière de pizza. Ils sont donc capables d'apporter les saveurs traditionnelles de la pizza dans ces pizzas sans gluten. Ils sont les premiers dans l'industrie à avoir utilisé la technologie des poches d'air pour la croûte de pizza, qui est étirée à la main et cuite sur pierre. Fait que vraiment, la pizza, là, elle a une croûte moelleuse qui goûte la vraie croûte de pizza. Ouais, puis je peux confirmer, je suis cœliaque depuis 2017 et c'est cette pizza-là qu'on prend chez nous quand on fait des soirées pizza. Elle est tellement bonne, c'est la seule qui me rappelle le vrai goût d'une bonne pizza, là. Puis, on a plusieurs sortes de cette pizza-là. Il y a les classiques, la 4 fromages, la margarita. Puis, il y a une option vraiment le fun aussi qui est la croûte napolitaine. C'est une croûte vraiment versatile. On peut faire plein de choses avec, des pizzas de dessert. Essayez ça, c'est vraiment bon. On peut faire des petites entrées. Si vous recevez, là, ça paraît même pas que c'est sans gluten. Personne ne va s'en rendre compte. Puis, on peut faire le classique soirée pizza avec notre propre croûte parce que vraiment, le secret, il est dans la croûte, là. On va pas se le cacher, c'est ça qui fait toute la différence. Donc, allez vous les acheter. Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller au IGA, Métro, Provigo, Walmart. Vraiment, là, on vous les recommande. Certainement. Pour vous prouver que c'est une excellente pizza, on va vous faire une dégustation en direct. Vous pouvez pas la sentir, là, mais elle sent délicieuse. Ça sent vraiment bon en studio. Et regardez-moi ça. La belle croûte épaisse. Chin! Santé! Bonjour Valérie, enchantée, bienvenue à l'épisode de l'Instant Cœliaque. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Ça nous fait vraiment plaisir aussi. On voulait savoir un petit peu aujourd'hui, on te reçoit parce que tu es nutritionniste. Puis on va parler de l'alimentation sans gluten, qui est la grosse partie de la maladie cœliaque. Ouais. C'est le traitement, c'est ça. Que beaucoup ont plusieurs questions. Est-ce qu'on peut commencer par savoir un petit peu t'es qui? C'est quoi ton lien avec la maladie cœliaque? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis nutritionniste diététiste depuis 21 ans maintenant. Dès le moment où est-ce que j'ai gradué, j'ai commencé à travailler à Sainte-Justine. J'y travaille encore maintenant et j'ai été titulaire du poste en allergie et gastro-entérologie pendant 10 ans. Et dans le poste de gastro-entérologie, toutes ces années-là, je m'occupais de faire l'enseignement
l'enseignement aux familles qui avaient un enfant avec nouveau diagnostic de maladie cœliaque. Donc, il y a juste une nutritionniste dans l'hôpital qui faisait ça et c'était moi à l'époque. Donc, une fois par mois, on réunissait entre 5 à le plus gros que j'ai eu, je pense, un groupe de 12 familles en même temps pour qui on faisait l'enseignement. Ça amenait quand même une belle dynamique parce que les parents s'entraidaient, posaient des questions qui pouvaient être intéressantes pour un, pour l'autre, mais un niveau de complexité aussi parce que ça m'est arrivé d'avoir des familles avec juste un enfant, donc d'autres familles que c'est le 5e enfant de la famille, donc ça amène des préoccupations puis des questions qui sont différentes, mais qui sont pertinentes. Donc, c'est comme ça, dans le fond, que j'ai développé mon expertise dans l'enseignement de la diète sans gluten. Et maintenant, je suis à mon compte privé aussi, donc je peux aider des familles partout à travers le Québec grâce à la téléconférence, téléconsultation. Oui, et puis, donc, c'est hybride, là, finalement, ce que je fais actuellement. Mais j'ai toujours aimé cette partie-là de la nutrition, l'enseignement et venir en aide aux familles directement aussi. C'est vraiment une belle pratique, très diversifiée. Oui. Vraiment. Fait que, on peut rentrer dans le vif du sujet. Dans le fond, on pourrait commencer par c'est quoi une alimentation sans gluten? En quoi ça consiste? Donc, vous le savez, hein, c'est les principaux types de grains céréaliers qui vont être exclus de l'alimentation. Donc, on peut retenir par l'acronyme SABO. Donc, on va vraiment retirer tout ce qui est seigle, avoine contaminée par le blé, orge et triticale. Le triticale qui a déjà été mentionné par Dr. Proust, c'est une combinaison hybride entre le blé et le seigle. Ça l'a donné le triticale. C'est pas une céréale qu'on voit souvent. Moi, je le vois comme dans les pains 12 grains, par exemple, ou dans certaines barres tendres. Il peut, à la fin, quand on est à la recherche de 12 grains céréaliers différents, mettre du triticale, mais on ne verra pas de pâte de triticale ou de pain de triticale en tant que tel. Donc, on va retirer toute cette famille de céréales qui contient le gluten et ça a l'impact sur beaucoup, beaucoup de choses, évidemment. Parfait. Puis, qu'est-ce qui... en fait, on le sait un petit peu, là, l'alimentation sans gluten, c'est pas la seule affaire, dans le fond, de la diète de la maladie cœliaque. Il faut que ça soit une alimentation sans gluten stricte. Exact. Sans contamination croisée. C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça implique, la contamination croisée, en gros? Là? Mettons que c'est à quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il a la maladie cœliaque, comment qu'on lui explique ça? Exactement. Donc, c'est de faire comprendre que c'est pas juste dans les sources concentrées qu'on va retrouver du gluten, ça va être dans tout ce qui est dérivé également. Donc, c'est d'apprendre à lire l'étiquette nutritionnelle d'un produit. C'est la base numéro 1 parce qu'on se rend compte qu'il y a finalement du gluten dans beaucoup, beaucoup d'aliments qu'on soupçonnerait même pas qu'il y en ait à l'intérieur, comme du bouillon de poulet, par exemple. La sauce soya. De la sauce, oui, de la sauce soya, certains vinaigres spécialisés. Il peut en avoir dedans, dans du sucre en poudre. Donc, on réalise l'ampleur, mais ça va au-delà de ça, comme tu dis, la contamination croisée, la manipulation des ingrédients et des surfaces de travail également. Donc, le mot strict, ça veut dire ça finalement, c'est qu'on ne peut pas se permettre même des traces de gluten dans les aliments parce qu'il pourrait avoir des conséquences sur le système digestif et par le fait même le système immunitaire de la personne. On peut peut-être embarquer dans la contamination croisée. Donc, admettons, on commence par les techniques qu'il faut faire attention pour éviter, si on commence par les aliments en eux-mêmes. Je connais par exemple qu'il ne faut pas utiliser le même couteau. Exemple, si on l'a mis sur une tranche de pain avec du gluten, après, il ne faut pas le mettre dans le pot, mettons, de beurre d'arachide. Oui, de confiture, de margarine, donc tout ce qu'on peut porter à mettre un couteau, tartiner et replonger le couteau dans le pot amène cette contamination-là. On va parler aussi de planches à découper en bois, surtout là, parce que souvent après usure, les planches à découper en bois peuvent avoir des petites craques
peut avoir infiltration de protéines alimentaires, dont le gluten. Donc, c'est préférable d'éviter ou d'avoir une planche à découper en bois spéciale là, pour utiliser les produits sans gluten dessus. Va falloir faire attention aussi au grille-pain, qui est une énorme source de contamination croisée. J'ai déjà eu une famille pour laquelle on creusait parce qu'il y avait toujours un petit peu d'antitransglutaminase élevée. Puis, finalement, les parents ont finalement compris qu'ils avaient acheté un grille-pain à 4 fentes, puis ils avaient réservé les 2 fentes de droite pour les produits sans gluten et les 2 fentes de gauche pour les produits avec gluten. Puis, il y avait plusieurs enfants dans la famille. Donc, inévitablement, il y a eu un mélange à un moment donné qui s'est fait. Donc, ça va au-delà de juste on sépare en 2 le grille-pain. Il faut prendre soit un sac, les petits sachets de pain. C'est ça, les sachets qu'on peut mettre à l'intérieur du grille-pain ou carrément prendre un grille-pain différent qu'on met dans une autre section de la cuisine. Moi, c'est ce que je préfère faire là, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de rien. Mais le sac peut être vraiment pertinent quand on va à l'extérieur, par exemple, que là, traîner notre grille-pain est un petit peu moins évident. Ce que je mentionne aussi, c'est que le gluten, c'est pas un virus, c'est pas un microbe, c'est pas une bactérie. Donc, la chaleur ne détruit pas le gluten. Donc, il faut penser aussi à, disons, dans le four, où est-ce qu'il y a des petits éclaboussures d'aliments qui peuvent se produire à haute température. Donc, on veut pas mettre côte à côte 2 produits. Je pense à une tourtière, par exemple. Une tourtière avec gluten, sans gluten, on va pas les faire cuire en même temps pour éviter la contamination à l'intérieur du four ou les grilles du barbecue aussi. Donc, les éclaboussures ou juste le fait qu'on dépose quelque chose sans gluten sur une grille qui a servi à la cuisson de produits avec gluten, bien là, à ce moment-là, il peut y avoir contamination aussi. Fait que c'est tous ces petits détails-là qu'on doit penser également. Pour les plus petits, la manipulation d'objets dans un contexte de bricolage ou de pâte à modeler, ça rentre aussi dans les préoccupations qu'on doit avoir. Donc, il y a toute cette petite liste-là d'ustensiles ou d'utilisation de techniques qui peuvent avoir de la contamination parce qu'on a dans la maison les 2 possibilités, avec et sans gluten. C'est sûr qu'une famille qui décide de dire, moi, je suis 100% sans gluten à la maison, ça peut être une option. Je laisse le choix aux familles de décider qu'est-ce qu'ils veulent faire par rapport à ça. Mais à mon avis, il y a des pour et des contre. Premièrement, une famille qui a plusieurs enfants, c'est quand même, vous le savez, c'est très dispendieux, les produits sans gluten. Donc, mettre une famille de 5 à 100% sans gluten, ça peut coûter beaucoup plus cher que prévu. Donc, ça, c'est un des inconvénients. Et aussi, l'autre inconvénient que je vois, c'est que ça n'apprend pas nécessairement à l'enfant à faire attention en tout temps, à développer ces techniques, justement, d'anticontamination croisée, si je peux dire. Là. Donc, c'est sûr que, oui, rendu à la maison, on a l'esprit clair, on n'a pas besoin de penser à ça, mais développer notre réflexe de la minute qu'on va coucher chez des amis, dans les fêtes d'enfants ou en voyage, ça devient moins instinctif à ce moment-là. Si l'enfant, surtout quand ils sont très jeunes puis c'est nouveau. Oui, c'est sûr que quand c'est en bas âge, en bas de 6-7 ans, c'est un peu plus difficile d'avoir ce réflexe-là, tout dépendamment de l'âge diagnostique de la personne. Quand tu es adulte aussi, ça amène d'autres réalités. Tu vis seul, en couple, en famille. C'est plus... faut penser à plusieurs choses, là. Donc, tu sais, ça va au-delà du sabot, finalement. Là. La diète sans gluten, c'est l'organisation familiale, mais l'organisation dans l'achat des aliments, la préparation des aliments, le nettoyage aussi qui vient avec. Donc, souvent, je vais dire aux familles, aux personnes avec nouveau diagnostic de maladie cœliaque, ça prend une bonne année, là, passer à travers des 12 premiers mois de l'année pour comprendre tout ce que ça l'implique. Et aussi, bien, quand on passe à travers les 12 mois de l'année, on passe à travers, bien, là, il y a Noël qui s'en vient bientôt. Après ça, il va y avoir la Saint-Valentin, Pâques. Les fêtes de la famille. Les fêtes de famille, les barbecues extérieurs. Donc, à chaque fois, on se retrouve dans une situation de « Ah zut, là, c'est
ça fait quand même déjà quelques mois que j'ai la maladie, mais encore une fois, je me retrouve dans une situation où je suis pas encore à l'aise parce que je l'ai pas traversée, je l'ai pas vécu, j'ai pas développé mes réflexes par rapport à ça. On est aussi dans une ère, une époque, OK, on a enfin notre diagnostic, on sait exactement c'est quoi qu'il faut faire, on aimerait ça régler le dossier rapidement. Mais malheureusement, ça prend du temps, se sentir 100% à l'aise. Et exemple, aller manger ailleurs, se faire recevoir ou manger au restaurant. On peut pas dire, ben là, je suis pas chez nous, j'ai pas à réfléchir à ça. Donc, laisser dans les mains de quelqu'un cette gestion-là, quand nous-mêmes, on n'est pas encore 100% confiants, ça amène quand même son petit lot d'anxiété ou de gestion là, qu'on n'avait pas à se soucier avant l'annonce du diagnostic. Tu as parlé du four. Oui. Aussi, j'imagine, le four à micro-ondes, s'il y a, j'imagine, tu sais, des fois, les fours à micro-ondes, ça peut être sale. S'il y a des surplus d'aliments comme qui se collent dans le four à micro-ondes puis c'est pas nettoyé, mais j'imagine, dans la cuisson d'un autre aliment, après, ben, ça peut retomber puis ça pourrait être une source de contamination. Oui, ça pourrait, effectivement. Donc, il faut garder les électroménagers propres, là. Idéalement, ou de mettre un couvercle là, aussi protecteur, sur, oui, c'est ça, sur le contenant qu'on veut faire réchauffer. Mais en même temps, est-ce que cette contamination-là est assez grave ou importante pour créer des symptômes digestifs? On n'a pas nécessairement la réponse à ça. Fait que ça reste que, moi, je trouve que ça fait partie des réflexes à avoir de protéger notre repas, peu importe où est-ce qu'on le cuisine, on le réchauffe. Moi, je suis curieuse de savoir, justement, quand que tu parles de la maladie à quelqu'un, il y a une certaine mini-quantité de gluten qui est tolérée, comme pour les personnes cœliaques. Comment tu leur enseignes ça? C'est quoi que tu dis qu'ils ont le droit chaque jour, chaque mois? OK, oui. C'est sûr que c'est une grosse préoccupation que toute personne avec ce nouveau diagnostic-là et cette nouvelle approche-là doit avoir en tête. Et j'aime bien l'imager aussi pour avoir une idée et être capable que les personnes cœliaques soient capables d'expliquer à leur entourage qui ne connaissent pas du tout la maladie cœliaque, pourquoi c'est si important la contamination croisée. Donc, pour vous donner un exemple, vous savez qu'une personne cœliaque va tolérer entre 10 mg à 50 mg de gluten par jour. On ne le sait pas. En fait, il y en a qui c'est plus proche du 10, d'autres peut-être ça dépasse un petit peu le 50, mais c'est la moyenne qui a été établie, qu'on sait qu'avec cette dose-là, la maladie est inactive. Dans une simple tranche de pain, on a entre 2000 à 4000 mg de gluten. Donc, une personne qui mange une diète avec du blé ou des céréales qui contiennent du gluten à l'intérieur, exemple, on prend 5 portions par jour de pain, pâtes, céréales, craquelins, etc., on peut facilement se rendre à 10 000 mg, facilement. Et là, nous, on veut passer de 10 000 à 50 et moins. C'est là le gros challenge, finalement. Donc, si on veut passer à une tranche de pain qui contient, disons, 2000 milligrammes de gluten à 50, c'est comme s'il fallait diviser en à peu près là, 50 morceaux, finalement, une simple tranche de pain. Vous avez eu par Dr. Godet l'exemple d'un 10 cents, là. C'est quand même bon. Ça peut même être un petit peu moins que ça. Finalement, si on part du principe qu'une tranche de pain contient 4000 mg, puis on va se rendre à 50, il faut le portionner encore plus petit. Et une compagnie qui va indiquer l'allégation sans gluten ou le logo de certification sans gluten, c'est qu'on sait qu'il va avoir 20 ppm de gluten ou moins par portion. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 20 ppm? C'est pas simple à comprendre. Dans la version la plus simple que j'explique, c'est on imagine une tranche de pain, on la décortique en 1 million de particules. On veut qu'il y en ait 20 ou moins attribuées au gluten. Fait que c'est minuscule. C'est minuscule. Dans les faits, c'est vraiment 20 mg de gluten par kilogramme d'aliment. Donc, c'est un petit peu différent, mais je trouve que l'image de on veut décortiquer en 20 particules versus 1 million est un petit peu plus forte, là. Ça prend un petit peu plus de sens là, que d'y aller en milligrammes et en grammes. Mais si on mange
une personne cœliaque qui va manger plusieurs aliments à 20 ppm ou moins de gluten, on ne dépassera pas le 50 mg de gluten par jour. C'est ça que ça veut dire finalement. Donc, c'est pour ça le seuil officiel du 20 ppm de gluten pour avoir l'allégation sans gluten. Ça part de cette recommandation-là. Tout ça dans le but de toujours rester en bas de 50 mg de gluten par jour. Et c'est par jour, hein? C'est pas par repas, finalement, cette limite-là. Donc, c'est à chaque fois qu'on mange quelque chose, ça s'accumule au bout de la journée. Puis ça compte aussi toutes les contaminations involontaires, là, des fois qu'on touche aussi. J'imagine qu'il y en a plusieurs qu'on s'en rend pas compte nécessairement. C'est pas dans les repas qu'on a pris quelque chose, puis on a mis nos mains après. On a mangé quelque chose, puis là, ça fait un petit peu, puis ça s'ajoute. Là. Oui, exactement. D'où le fait qu'il faut faire vraiment, vraiment attention, strict, pour que toute la somme de ces petites contaminations-là, ça ne dépasse pas le 10 à 50 par jour. Exact. OK. Et vous avez su aussi qu'à chaque fois que la maladie est quand même un petit peu active, il y a des conséquences, des dommages. Oui. Et ça, à long terme, ça l'ouvre la porte à d'autres maladies auto-immunes ou d'autres complications. Donc, c'est vraiment d'arriver à un seuil où est-ce que la maladie est complètement inactive pour revenir à un système digestif 100% normal. Et ça demande beaucoup de travail, ça demande des préoccupations. C'est difficile de ne pas tomber dans l'hypervigilance à un certain moment aussi. Edith a mentionné également que c'est dans nos préoccupations à chaque repas, évidemment. C'est ça, ça fait partie de notre quotidien quand on a la maladie, mais des fois, on s'habitue à vivre d'une certaine façon hyper stricte quand on pourrait quand même avoir certaines marges de manœuvre. Fait que c'est important de se garder à jour sur qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, c'est quoi les nouvelles. Parce que ça évolue dans le temps, les pratiques recommandées aussi. Là. Exactement. Fait que ça se peut là, qu'on soit... notre maladie soit inactive, mais qu'on soit tellement dans l'anxiété de gérer tout ça que la qualité de vie psychologique aussi peut en être impactée. Alors, c'est important, une fois que la maladie est inactive puis qu'on comprend bien comment ça fonctionne, d'oser manger au restaurant ou d'oser faire certaines choses que de sortir de notre cadre très rigide. Parce que oui, on a gagné par rapport à notre système digestif et immunitaire, mais le côté psychologique peut être très atteint quand même au fil du temps. Fait que c'est important de trouver cet équilibre-là une fois qu'on est assuré que ça fonctionne bien, là, la façon qu'on a appris à gérer la diète sans gluten. Je me demandais un peu pour revenir au matériel. On a dit la planche de bois, ça, avec le temps essuie, ça fait des craques. Je me demandais, la planche en plastique, est-ce que ça fait la même chose? Bien, une planche en plastique qui est vraiment très égratignée puis un peu désuète, ça pourrait être un moyen de contamination, surtout si on commence à avoir de la difficulté à laver quand on sent que est peut-être plus efficace. C'est un bon temps pour le remplacer. On parle aussi des cuillères de bois également. Donc, tout le matériel poreux. En bois. Oui, j'aime mieux vraiment quand on est plus dans le silicone pour les cuillères, etc. Les passoires, ça va dépendre dans le fond, c'est l'action de laver le frottement avec l'eau, le savonné qui va comme enlever toutes les particules de protéines qui peuvent se retrouver à la surface. Donc, si vous pensez que vous utilisez un matériel que vous ne lavez pas comme il faut ou qu'on ne sent pas qu'il est 100% propre, bien, ça peut devenir une source de contamination comme les petits récurrente. Les pinceaux à sauce, là. On ne peut pas laver au fin fond du pinceau. Oui. Exact. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être quand on a le diagnostic, c'est un bon temps de changer un petit peu ces aliments. D'avoir du matériel mais oui, c'est ça. Séparé. Là. Exactement. Parlant du lavage, niveau lavage des mains, lavage du matériel, est-ce que... À quel point il faut laver fort pour être sûr que c'est bien lavé? Est-ce que juste le mettre au lave-vaisselle, ça fait la job? Est-ce qu'un lavage de main
normal, ça fait la job? Oui, tout à fait. OK. Donc, le lave-vaisselle est sécuritaire. Je dis, on n'a pas besoin de se racheter une batterie de cuisine au complet, puis des assiettes, des bols, etc. Là, on voit que c'est propre. C'est pas... oui, on parle de mini-quantité, là, mais c'est pas microscopique non il reste plus. pas Là, là. si on voit visuellement, il n'y a plus rien. C'est sécuritaire comme façon de faire. Se laver les mains aussi, c'est d'avoir un bon lavage de mains, évidemment. Quand on est à l'extérieur, par exemple, en pique-nique, puis que là, on ne peut pas se laver les mains avant de manger, c'est entre la lingette et le gel. Donc, on est mieux d'y aller avec une lingette parce que vraiment enlever. C'est ça, l'action. On peut utiliser le gel aussi si on veut, là, mais les deux combinés ensemble si on veut. Mais si on n'a pas le choix entre les deux, j'aime mieux la lingette humide qui va venir laver, frotter un petit peu plus parce que, encore une fois, c'est pas un virus. Là, oui, c'est ça. Il y a une grosse distinction à faire. C'est ça. C'est vraiment le déloger qui va nous aider. On ne peut pas tuer du gluten. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cet épisode est fièrement commandité par le Steakhouse Saint-Charles. C'est un restaurant de type steakhouse qui est super bien situé à Sainte-Thérèse. Ils ont un menu vraiment plein de saveurs. Ils ont des tartares, fruits de mer excellents. Ils ont des grillades aussi, filet mignon, bœuf. C'est vraiment un plaisir en bouche. Aussi, l'ambiance là-bas, elle est très chaleureuse et chic. Donc, on peut y aller pour n'importe quelle occasion, que ce soit pour un souper de travail, en famille, entre amis. Puis, n'importe qui que vous invitez va être tout autant satisfait par la nourriture qui est servie, que la personne elle mange avec gluten ou sans gluten. Puis, pour les cœliaques, aller là-bas, c'est vraiment une paix d'esprit. C'est sécuritaire. Ils font vraiment attention à la contamination croisée. Puis avec le temps, ils ont développé une expertise pour que, justement, on puisse manger un menu sans gluten, sécuritaire, puis être vraiment tranquille et profiter de la belle ambiance quand on va manger au restaurant. On vous les recommande fortement. Cet épisode est fièrement commandité par Fruits d'Or. On adore leurs produits Sour Crown et Fruit Crown. C'est des canneberges faites de vrais fruits, riches en fibres, qui sont naturellement sans gluten et faites dans une usine avec 0 gluten. Ça goûte vraiment le bonbon, mais c'est des collations santé. Ils sont disponibles chez Métro, IGA et Avril. Puis si on revient un peu aux planches, quand on les nettoie comme il faut avec du savon, qu'on a tout enlevé ce qui paraît avec le savon, ben ce qui est comme sur le déchet avec du savon, moi je me demande c'est quoi les chances que la planche en bois, il y ait du gluten qui revienne dans ma nourriture si tout ce que j'ai pu enlever avec du savon a été parti. Tu sais, est-ce que c'est grave de des fois utiliser des planches en bois que les gens ont utilisé du gluten dessus mais qui ont bien nettoyé après avec du savon, même chose pour les cuillères, ou il faudrait vraiment comme toujours prendre des nouveaux, ceux qui ont seulement eu du sans gluten. Ben en fait, si la planche de bois semble neuve, qu'elle semble belle, on voit pas vraiment d'égratignures ou l'état est bon, de relaver une dernière fois pour être sûr avant de l'utiliser, je pense que ça peut être une option si on n'a rien d'autre à portée de main. Là. Je vois pas l'enjeu principal. Là. Je pense pas qu'on va se retrouver dans ce contexte-là avec au-delà de 20 ppm de gluten. Il y a ce contexte-là aussi qu'il faut garder en tête. Là. Donc, le risque n'est pas énorme, mais il est quand même un petit peu là. C'est sûr que le risque zéro dans tout n'existe pas. Là, même les enfants, les familles que je suis d'enfants polyallergiques, là, on n'a pas... Des fois, il y a le blé, mais il peut aussi, en plus, avoir des allergies lait, œufs, soya, par exemple. Ben là, ça fait beaucoup de choses à penser. C'est les mêmes techniques qu'on soit cœliaque ou polyallergique. C'est la même chose. On part du même principe qu'il faut que le matériel qu'on utilise soit propre puis en bon état pour pouvoir l'utiliser. Parfait. On pourrait peut-être... on a frôlé le sujet, mais on pourrait parler de la lecture des étiquettes. Donc, comment on sait qu'un aliment est vraiment sans gluten? Qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'étiquette, sur la boîte de l'aliment?
Donc, il y a une loi qui existe depuis 2012, ça fait déjà un bon moment qu'elle est apparue, qui oblige les fabricants à être plus clairs dans l'identification des allergènes dans leur liste d'ingrédients. Donc, le contient est obligatoire. Au Québec, au Canada? Au Canada. OK. Donc, il y a deux façons de faire pour qu'on puisse identifier rapidement un aliment allergène. Donc, c'est soit dans la liste des ingrédients, on va le mettre en caractère gras pour qu'il ressorte plus facilement. Ou si on a un terme comme albumine, par exemple, il faut le mettre en parenthèse œuf. OK. Donc, on va avoir une idée. Amidon, en parenthèse blé. Il faut que ça soit clair, que ça c'est quoi relié. finalement? Oui, que c'est relié, exact. Si c'est pas identifié dans la liste à la base, bien là, à ce moment-là, on va voir en dessous contient 2 points et l'énumération des allergènes présents dans le produit. Donc ça, c'est la réglementation sur l'étiquetage des aliments allergènes. Ensuite, vient la fameuse contamination croisée, le peut contenir. Le peut contenir n'est pas obligatoire. OK. Non. Donc, c'est vraiment au bon vouloir de la compagnie, mais on peut pas marquer, la compagnie ne peut pas marquer peut contenir uniquement pour se protéger. Il faut vraiment qu'il y ait quand même une certaine possibilité là, de contamination. Donc, si vraiment dans l'usine, ils vont utiliser des produits allergènes en plus, bien là, ils vont pouvoir l'identifier là, dans la liste des peut contenir. Donc, si on a un produit que dans la liste des ingrédients, il n'y a pas aucun signe de présence de gluten et dans le peut contenir, on a lait, œuf, par exemple, bien là, on peut venir à la conclusion qu'il n'y a pas de blé à l'intérieur. Donc, une fois qu'on rend les peut contenir obligatoires, on ne choisit pas quel peut contenir on met. Là. Donc, la compagnie décide de rendre visible les peut contenir, c'est tout ou rien. Pour avoir plus d'informations sur la mention peut contenir, on va vous mettre un lien dans la description pour vous référer au site du gouvernement du Canada qui parle de l'utilisation des mises en garde relatives aux allergènes alimentaires. Oui. Donc, si on compare deux produits ensemble, similaires, exemple des barres tendres, puis dans un, il y a peut contenir, puis l'autre, il n'y a pas la mention peut contenir, on ne peut pas prendre pour acquis que parce qu'il n'est pas là, qu'il n'y en a pas dedans. Vu que c'est pas obligatoire de l'indiquer. Exactement. Donc, c'est là le travail un petit peu plus ardu qui commence parce que la seule façon d'avoir cette information-là, c'est en appelant ou en écrivant à la compagnie. Pour l'avoir faite à maintes et maintes reprises dans ma pratique, c'est un moyen qui est quand même assez efficace. Là. Habituellement, dans 1 à 5 jours ouvrables, je dirais, on a la réponse. C'est sûr qu'on ne l'a pas immédiatement. Fait qu'évidemment, quand on est dans le doute ou dans une possibilité qu'on ne peut pas identifier rapidement s'il y en a ou pas, on préfère s'abstenir pour ne pas prendre le risque qu'il y en ait finalement à l'intérieur. On a juste à préciser dans notre demande, est-ce que le produit contient du gluten ou énumérer finalement toutes les céréales qui peuvent... Le sabot, là. Oui, c'est ça, exactement, pour avoir notre réponse puis être statué sur l'état du produit. Par contre, il faut garder en tête que si la réponse elle est négative, il n'y en a pas à l'intérieur, mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, il n'y en aura toujours pas, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, c'est plus difficile de se fier à un produit qui n'indique pas les peut contenir. Oui, ça va dépendre lesquels, par exemple. Tu sais, si on a une canne de petits pois verts dedans, on peut se douter qu'il n'y aura pas de gluten à l'intérieur. Donc, mais on parle de produits transformés, par exemple. Comme des sauces, par exemple, ou des bouillons, il n'y en a pas dedans, mais parce que peut-être dans 6 mois, il peut en avoir. Puis là, on est vraiment dans un contexte où est-ce qu'il y a la réduflation et là, je ne me rappelle plus l'autre terme, mais on joue un petit peu sur la qualité du produit où on a modifié les ingrédients pour que ça soit moins coûteux à la compagnie de le produire pour continuer d'offrir leurs produits au même prix. Donc, il y a plus de variations de qualité ou d'ingrédients utilisés là, dernièrement que j'ai pu observer tout simplement. Là, j'ai pas d'études qui disent ça, mais c'est plus mon impression à moi là, qu'il y a eu quand même il y a du mouvement là, qui se fait. Donc, on est mieux de plus vérifier que de se fier. On peut pas se fier, dans le fond, que s'il était bon sans gluten il y a 1 an, il l'est encore aujourd'hui. Non, exactement, c'est ça.
Donc, il y a des produits que, année après année, là, il n'y en a pas dedans, mais on ne peut pas le prendre pour acquis, ça va toujours être le cas. Fait qu'évidemment, un produit qui a l'allégation sans gluten ou le logo de certification sans gluten, là, on arrête de se casser la tête, mais une compagnie qui a un logo doit payer quand même pour avoir ce logo-là. Donc, il faut, le but de la compagnie, ça reste qu'ils veulent aller chercher cette clientèle-là de personnes qui ont une diète particulière. Mais il y a certains produits, je pense aux fruits en conserve, aux légumes en conserve, que c'est pas leur vocation d'aller chercher des personnes cœliaques ou ils n'ont pas d'intérêt à aller chercher le logo, même s'ils n'en ont pas du tout dans leurs produits. On ne pourra pas jamais trouver là, ce genre d'allégation-là sur les produits. Fait que quand je fais un enseignement de la diète sans gluten, je passe à travers toutes les catégories d'aliments, tout ce qui peut être correct ou pas. Et ça fait 20 ans maintenant que je l'enseigne, n'est-ce pas, cette diète-là? Au tout début, c'était fou comment il n'y avait pas beaucoup de produits transformés qui étaient sans gluten. Je les connaissais pratiquement par cœur. Je savais exactement où aller les chercher à Montréal et dans les environs. Et là, j'ai perdu le fil depuis quand même plusieurs années maintenant, là, parce qu'évidemment, il y a eu, ça se chiffre en milliards de dollars, l'achat de produits sans gluten maintenant. Fait qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup plus de disponibles. Il y a tous les achats en ligne maintenant aussi qui sont offerts, je pense, aux personnes qui habitent en région pour lesquelles ils ont moins de magasins de produits spécialisés. Bien, il y a possibilité d'aller les chercher en ligne maintenant. Donc, c'est quand même beaucoup plus diversifié et beaucoup plus facile de trouver des produits avec des allégations ou des logos de certification sans gluten. Je sais qu'il y a des catégories d'aliments qui sont, mettons, à moins risque de contamination croisée, justement les fruits en conserve ou les cannes de conserve. Est-ce qu'il y a des ingrédients, quand on lit la liste, qu'on devrait faire ça? Il faut que je fasse attention. C'est un ingrédient qui pourrait peut-être contenir du gluten, au niveau de la contamination croisée. Oui. Ça serait quoi qu'il faudrait qu'on regarde plus sur les étiquettes? C'est ça. Il y a une liste d'aliments qui est considérée comme douteux. Donc là, on va aller chercher, est-ce qu'il y a une allégation? Est-ce que la mention contient? Est-ce que la mention peut contenir pour essayer de nous aider à démystifier ça? Et je dirais, dans certains produits importés aussi, donc oui, il y a la réglementation, mais en tant que tel, tous les produits importés n'ont pas été passés au peigne fin, à savoir si la réglementation a été 100% respectée. Donc, des fois, je dis de vérifier anglais-français parce qu'on voit même dans la traduction que c'est un peu nébuleux la façon que ça a été écrit dans la liste des ingrédients. Mais je pense à le fameux mot épices ou assaisonnement dans la liste des ingrédients. Ça peut porter à confusion s'il n'y a rien d'autre qui nous dit qu'il y a du gluten ou pas à l'intérieur. Donc, ça, c'est un aliment qui est considéré comme douteux. Des noix, par exemple, qui ont avoir été assaisonnées. À ce moment-là, ça peut être problématique. Ou même une noix qui n'a pas d'assaisonnement, mais qui est dans une usine dans laquelle on fabrique des noix assaisonnées. À la base, une noix, il n'y a pas de gluten dedans, mais si ça a été... Il faut une variété de noix. Exactement. Là, avec les épices, l'assaisonnement, ça pourrait être contaminé de cette façon-là. Il y a des aliments comme des frites congelées qu'on ne pense pas qui pourraient... Dans notre tête, des frites congelées, c'est des pommes de terre congelées, mais il peut y avoir du lait, il peut y avoir du gluten, il peut y avoir du soya d'ajouter dans ces aliments-là. Mais dès dans le fond qu'il y a de la friture, il faut faire attention. Pas juste friture, là. Dès qu'un aliment a plusieurs ingrédients dans sa liste d'ingrédients, il faut faire attention à ces aliments-là. Oui. Donc, on veut essayer de trouver des produits qui sont le moins transformés possible, le plus simple. C'est sûr que tout ce qui est dans la catégorie boulangerie, si je peux dire, craquelins, biscuits, barres tendres, gâteaux, etc., là, il faut vraiment y aller avec un produit qui a une allégation dessus, évidemment. Mais il y a certains produits comme, exemple, du quinoa, qu'on sait le quinoa ne contient pas de gluten, mais il faut vraiment aller chercher le logo de certification sans gluten à ce moment-là parce que pour arriver à mettre en sachet du quinoa sans gluten, il faut que ça ait été fait
fait, donc le champ de quinoa doit être à une certaine distance d'un champ avec du gluten. Toute la mécanique, donc la moissonneuse-batteuse ou dans l'usine de transformation, il ne faut pas qu'il ait été en contact du tout avec des farines contenant du gluten. L'empaquetage, donc du champ où est-ce qu'on cultive le produit jusqu'à l'empaquetage final, il y a plusieurs règles très strictes qui doivent être prises en considération. Il y a des études qui se font. Donc, on peut voir avec une machine là, le nombre de ppm de gluten dans un produit. Même, il y en a qui se vendent en vente libre, mais on sait qu'on ne peut pas nécessairement se fier à ça pour prendre une décision personnelle là-dessus. Mais on se rend compte qu'on peut se retrouver à des valeurs de 700 ppm et même plus là, dans des produits qu'à la base, il n'y a pas de gluten dedans, mais juste par la contamination croisée, on peut se retrouver avec des taux très élevés. Et on se rappelle qu'on veut avoir 20 et moins. Donc, c'est pour ça que c'est important là, d'aller chercher vraiment quand il y a une farine ou un amidon qui a été utilisé, que ça a été fait dans les règles de l'art pour arriver à un produit certifié sans gluten. On voulait faire une petite parenthèse pour vous dire qu'un produit qui est certifié sans gluten ou qui porte la mention sans gluten est tout aussi sécuritaire pour une personne cœliaque. Quoi d'autre qu'on peut penser? Bien, la sauce soya, comme on parlait tout à l'heure, c'est un ingrédient simple en soi, mais il devient douteux dans un contexte qu'on ne connaît pas l'origine. Donc, il y en a plusieurs. Là, je ne les connais pas toutes par cœur, évidemment. Mais on a donc les nutritionnistes qui faisons l'enseignement les diètes sans gluten, on a une liste, un document qu'on remet aux personnes pour l'avoir en tête et comprendre. Puis honnêtement, moi, je suis pas la spécialiste est-ce qu'il y a des applications sur nos cellulaires qui nous permettent de dire rapidement si oui ou non il y a du gluten dedans. Et je suis même méfiante par rapport à ça parce que c'est dur de tenir à jour une liste de produits. Quand ça peut, comme on a dit, le produit peut changer fréquemment. Là. Exactement. Et de remettre je comprends là, que c'est une charge mentale, mais de remettre cette charge mentale-là à quelqu'un d'autre que nous, j'ai un petit bémol par rapport à ça. Donc, j'enseigne vraiment la façon qu'il faut analyser la situation pour prendre une décision éclairée et pas remettre cette analyse-là dans les mains d'une application. Donc, de garder l'intelligence humaine là, et de nous-mêmes pour être capable de prendre une décision éclairée. Donc, si on comprend où sont les risques de contamination, bien, à ce moment-là, on va être capable là, de faire ce choix-là éclairé par nous-mêmes avec n'importe quel produit qu'on achète. OK. Puis là, on a vu, mettons, le quinoa, l'avoine, qu'il fallait que ça soit certifié avec le logo. Est-ce que le riz aussi, il y a des chances autant que ça soit contaminé ou ça peut être du riz pas certifié? Pas assaisonné, on s'entend, là? Oui, exact, parce que le riz, dans le fond, c'est cultivé très loin des champs. Donc, on cultive pas du riz au Québec, là. C'est vraiment dans des milieux spécialisés, si je peux dire, là, qu'on va cultiver le riz et l'empaqueter. Donc, il y a vraiment moins de risques. C'est vraiment plus dans quand on parle du riz assaisonné, là, exemple, le riz pilaf, là, ou du riz qui a déjà des épices à l'intérieur. Donc, tout est une question d'épices toujours, là. Par contre, le riz, ce qui peut être pertinent, c'est de le rincer avant de le faire cuire. Qu'on soit cœliaque ou non, soit dit en passant. Donc, il peut quand même avoir toutes sortes de poussières ou de contaminants dans le riz avec la manipulation qui a été faite et un certain pourcentage d'arsenic aussi. L'arsenic va se contenir vraiment sur sa surface extérieure du grain de riz. Donc, le fait de rincer le riz, on élimine poussière et traces de contamination et on va éliminer une partie de l'arsenic aussi de cette façon-là. C'est quelque chose que je vais souvent enseigner aussi parce que le riz peut quand même prendre beaucoup de place des fois chez une personne cœliaque et on se met à manger toutes sortes de produits
contenant du riz à l'intérieur, donc des pâtes sans gluten avec du riz, des craquelins ou du pain, qui a de la farine de riz. Donc, on augmente la consommation de riz qui est une source quand même un petit peu plus présente d'arsenic par rapport aux autres grains céréaliers. Donc, au moins, le grain, lorsqu'on le mange, le fait de le rincer, ça va éliminer une partie de l'arsenic. Et autre chose qu'on peut faire aussi, c'est de cuire le riz comme des pâtes, c'est-à-dire avec trop d'eau par rapport à la quantité de riz requise. Donc, une fois que le riz est cuit, on égoutte, on passe le riz à la passoire pour enlever le surplus d'eau, on laisse reposer, puis on va avoir encore plus éliminé l'arsenic de cette façon-là. L'arsenic voyage à travers l'eau, donc elle ne va pas rester présente dans le grain, elle va vraiment se retrouver dans l'eau. Donc, le fait de l'éliminer de cette façon-là, ben on réduit là, cette quantité présente. Très intéressant. Ça, c'est pas pour le gluten, c'est vraiment pour l'arsenic en général. Oui, exactement. Mais encore plus chez les personnes cœliaques qui pourraient manger beaucoup plus de riz. Oui, exactement. C'est une préoccupation que j'ai pour les personnes qui vont consommer davantage. C'est sûr que là, on ne peut pas le faire avec les craquelins et le pain qui contiennent la farine de riz, mais au moins si le riz en grains est quelque chose qui est aimé, apprécié et plusieurs fois par semaine, c'est quelque chose qui est intéressant là, de mettre en pratique. Très intéressant. Je sais pas si avant de clore l'épisode, il y avait un sujet particulier que vous vouliez aborder par rapport à l'alimentation pour les personnes cœliaques? En fait, je l'ai dit un peu plus tôt, c'est de se laisser le temps de comprendre toutes les particularités de cette alimentation-là, de se donner le droit à l'erreur aussi. C'est plate à dire, je comprends qu'on veut plus. On en a parlé beaucoup avec Dr. Godet. C'est pas si, c'est quand on va se contaminer. Oui, exactement. Donc, j'ai toujours enseigné la façon de, oui, on peut plus manger telle affaire, mais on peut manger plein d'autres choses, par exemple. Donc, se donner le temps d'apprivoiser, de faire des nouveaux essais, d'intégrer des grains céréaliers qu'on a moins l'habitude de manger, mais qui sont tout aussi intéressants côté valeur nutritionnelle. On a parlé du quinoa, mais il y a aussi l'amarante qui peut être intéressant, ou même le millet, qui font pas vraiment partie de nos habitudes québécoises traditionnelles, mais qui sont vraiment bons, ces grains céréaliers-là, sont tout aussi faciles à cuisiner que du riz. Donc, de se laisser le temps d'apprivoiser toutes ces choses-là et de faire attention aux produits qui sont très transformés. Je pense qu'on en a parlé aussi, là, les produits sans gluten, des fois, vont utiliser un petit peu plus de gras, un petit peu plus de sucre pour améliorer la qualité, ce qu'on appelle organoleptique, là, c'est ça, donc du goût, de la texture, de la saveur du produit. Et peut-être un dernier petit point qui pourrait être pertinent aussi, que je n'ai pas mentionné, c'est qu'il y a une loi qui oblige les fabricants de farine de blé à enrichir leurs produits. Donc, le fait de se retrouver avec une farine qui est raffinée, on a enlevé le germe et le son, donc la partie à l'intérieur du grain, à l'extérieur et le germe du grain. En faisant ça, on enlève 80% des vitamines et minéraux que le grain contient. Alors, il y a la loi qui existe depuis vraiment plusieurs années qui oblige les fabricants de farine de blé raffinée à enrichir leurs produits pour prévenir, dans le fond, les carences nutritionnelles dues au fait qu'on a manipulé, qu'on a raffiné le grain. Mais cette loi-là, elle s'applique seulement pour les produits à base de blé. Donc toute la farine sans gluten, c'est pas concerné par cette loi-là. Exactement. Donc, toutes les farines raffinées sans gluten contiennent, on peut dire que ça va contenir à peu près 80% moins de vitamines et minéraux. Donc, c'est un peu pour ça qu'on disait que les personnes cœliaques sont un petit peu plus à risque de carences nutritionnelles parce que si on se retrouve avec du pain, des pâtes, donc plein de produits transformés, mais peu transformés, si je peux dire, qui sont quand même importants dans notre alimentation, on a beaucoup moins de vitamines et minéraux. Sauf qu'au fil des années, j'ai vu, avec l'engouement aussi des produits sans gluten, un effort par rapport aux compagnies qui produisent des produits sans gluten à enrichir leurs produits. Donc, j'en vois de plus en plus là, qui vont vraiment ajouter des vitamines et minéraux à l'intérieur, mais ce n'est pas généralisé parce que cette loi-là, elle n'est pas obligatoire. Alors, c'est bien de comparer
comparer l'étiquette nutritionnelle d'un produit à l'autre, de choisir un qui va contenir soit des grains entiers à l'intérieur ou lorsque c'est plus dans le raffiné, de s'assurer qu'il y a au moins un ajout de vitamines et minéraux par rapport à ça et de favoriser évidemment le plus possible les grains entiers pour les vitamines que ça l'offre, pour les fibres que ça l'offre et qui est bon pour notre microbiote intestinal aussi. Et lorsqu'on fait face à une personne qui a beaucoup de rigidité alimentaire ou de sélectivité alimentaire, une multivitamine peut être pertinente également là, pour se dire on ne peut pas tout travailler en même temps. Déjà, de modifier l'alimentation, c'est un gros travail en soi. Ou une personne âgée qui vient de recevoir le diagnostic, c'est difficile d'emboîter le pas sur une alimentation sans gluten strict. Donc, de prendre une multivitamine peut être pertinente et évidemment de consulter une nutritionniste parce que dans les multivitamines, il y a plusieurs choix. Donc, souvent, les gummies qui sont très à la mode en ce moment contiennent très peu de minéraux, donc il va y avoir plus de vitamines du complexe B qui peut être intéressant, mais il n'y aura pas de zinc, il n'y aura pas de cuivre, il n'y aura pas de fer, il n'y a pas de calcium non plus dedans. Donc, on ne peut pas juste se dire « c'est bon, j'ai ma gommise, tout va bien ». Non, ça se peut qu'il y ait des carences quand même, malgré tout, là, qui soient présentes. Donc, de savoir quelle vitamine, quelle quantité, quelle fréquence. Des fois, je vais dire qu'on va prendre une multivitamine, mais 3 fois semaine, c'est suffisant. On n'est pas obligé d'y aller à tous les jours. Alors, c'est le petit plus que la nutritionniste peut offrir dans cette maladie-là, qu'on sait que le seul traitement actuellement, vraiment à long terme, c'est l'alimentation. Donc, ça vaut la peine d'être conseillé par quelqu'un qui s'y connaît parce que c'est un pas vers la guérison puis une bonne santé chez la personne atteinte de la maladie. Oui, vraiment. Ben merci vraiment d'être... Je pense que... Oui, vas-y, excuse. Ben, j'allais dire, avant qu'on clôt puis qu'on te remercie, j'aimerais ça, je vois vraiment que c'est très important d'aller voir une nutritionniste. Il y en a peut-être qu'au début, ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas les ressources pour avoir accès à une nutritionniste. Est-ce que tu aurais des trucs ou des ressources à conseiller? Parce que là, on est un peu serré dans le temps, mais on pourrait quasiment faire une partie 2, 3. Ouais. Même moi, là, j'ai plein de questions, tu sais, de contamination, les ingrédients, les étiquettes. Ça peut vraiment aller de long en large. Est-ce que tu aurais des ressources que tu dis, ça, c'est une bonne ressource pour se partir, pour répondre aux questions? Juste vite, une couple de choses qu'il faudrait s'informer. Là. Ben, vous le savez, je ne vais rien vous apprendre. Céliac Québec, ressource numéro 1. Donc, avec les fascicules qu'on remet, là, qui expliquent bien tout, c'est la base. Mais de prendre le temps de lire, de comprendre, d'appliquer, ça prend un certain effort. Là. Donc, mais tu sais, c'est normalement, dans le réseau, on a accès à une nutritionniste du public. Là, quand on obtient un diagnostic. Oui, c'est sûr que des fois, il y a un délai, par contre. Fait que l'option du privé peut, pour certaines personnes qui peuvent se le permettre ou qui ont des assurances, ben là, on va vraiment y aller avec la personne. Puis, moi, ça me prend toujours un minimum de 2 heures, tout expliquer. Là. C'est long quand même. Puis, est-ce qu'après, une fois qu'on a vu une nutritionniste une fois, on peut retourner plus tard, j'imagine, reconsulter? Parce que absolument. C'est pas les mêmes questions maintenant que j'ai eu mon diagnostic. Maintenant, plusieurs années, on en a encore toujours des questions. Céliac Québec, puis on peut retourner voir aussi. Il y a des nutritionnistes qui sont spécialisés. Oui. OK. Oui. Donc, dépendamment de comment ça a été pris en charge dans le public, on peut refaire la demande, on peut décider d'y aller par nous-mêmes. C'est possible de faire des réévaluations sans problème. Super. Mais c'était vraiment ultra intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui. Puis pour te remercier, notre commanditaire Fruits d'Or te remet des canneberges aromatisées. Puis c'est sans gluten. Bon, ben j'ai 3 filles à la maison qui vont sûrement se régaler de faire cet essai-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.